Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais utiliser Flask pour créer un jeu, le jeu du nombre mystère. Donc il s'agit d'un jeu où l'ordinateur va deviner un nombre entier entre 1 et 100 de manière aléatoire. L'objectif c'est de découvrir ce nombre mystère en faisant différentes propositions et à chaque fois on va nous indiquer si c'est plus ou si c'est moins ou si on a gagné. Alors pour ça on va partir de 0, donc je vais créer un template que je vais appeler nombre mystère. Voilà, alors ce template, il va hériter du template de base qu'on a déjà vu dans les précédentes vidéos. Donc je vais faire extends base.html. Et ensuite, je vais définir le bloc content Alors je vous rappelle, le template de base est ici, donc il y avait ma barre de navigation, et on avait le bloc de contenu qui doit s'afficher sous la barre de navigation, donc c'est ce que je vais définir ici. Pour jouer à ce jeu, il va falloir intégrer un formulaire à mon template, qui va permettre à l'utilisateur de saisir sa proposition. Je vais également mettre un titre, voilà, je vais l'appeler jeu du nombre mystère. Une petite phrase pour expliquer les choses, donc j'ai choisi un entier entre 0 et 100. Voilà, et ensuite on va mettre le formulaire pour demander à l'utilisateur de rentrer sa proposition ou ses propositions. Donc un formulaire, donc je remplirai l'attribut action juste après, ainsi que l'attribut méthode. On le fera juste après. Donc ce formulaire il va être très simple, il va simplement y avoir un champ de saisie. Voilà, donc un simple input. Je vais rajouter un label et je vais mettre tout ça dans un paragraphe pour que ce soit un petit peu plus présentable à l'écran. Donc je vais faire un label, donc l'attribut for, je vais mettre nombre, c'est-à-dire que je vais créer juste après le champ input qui aura pour ID nombre. Donc voilà, donc par exemple le label c'est devine le nombre. Et ensuite, donc je fais mon champ de saisie. Alors ce ne sera pas un type text, ça va être un type number qui va me permettre de vérifier si l'utilisateur entre bien un nombre. Alors je vais lui donner un nom avec l'attribut name, donc le nom je vais l'appeler nombre. Je vais lui donner un ID, donc cet ID il faut que ce soit la même valeur que la valeur de l'attribut for du label, donc ce sera aussi nombre. Et je vais enfin ajouter que c'est un champ obligatoire, voilà, donc avec required. Et ensuite j'ajoute un bouton de validation qui va permettre d'envoyer les données du formulaire. Je vais aussi le mettre dans un paragraphe pour que ce soit plus joli, donc ça va être un input de type submit avec la value qui sera validée, c'est le texte qui s'affichera sur le bouton. Voilà, on va faire quelque chose de très très simple. Donc voilà, je vais enregistrer ça. Je vais ensuite créer directement ma route qui me permet d'afficher le formulaire avec app.route. Donc la route, je vais l'appeler par exemple /jeu, tout simplement. Alors tout de suite, je vais lui dire que cette route pourra accepter les deux méthodes get et post. Puisque vous allez voir que je vais utiliser les deux. La fonction associée, je vais l'appeler jeu également, voilà, pour faire très simple. Et donc, pour le moment, je vais juste renvoyer le template, donc avec return render template, et puis le nom de mon template, donc c'est nombre mystère .html pour voir si tout se passe correctement et s'affiche correctement à l'écran. Donc j'enregistre ça, je vais lancer mon serveur et vérifions que tout est OK. Donc j'ouvre mon navigateur, donc à l'URL 127.0.1.2.5000. Voilà, donc j'ai bien ma page d'accueil et si je vais à la route /jeu, voilà, j'ai bien donc le titre, j'ai choisi un nombre entier entre 0 et 100, il faut deviner ce nombre. Voilà, donc l'utilisateur a la possibilité de saisir un nombre et de cliquer sur valider. A priori, tout est bon pour le moment. Je reviens à mon éditeur et on va commencer à écrire la fonction jeu. En fait, cette fonction va avoir deux rôles. Le premier rôle, ça va être d'afficher le formulaire comme on vient de le voir à l'écran, si on essaye d'accéder à l'URL /jeu avec la méthode get. Et le deuxième rôle, ça va être de traiter les données du formulaire si c'est la méthode post qui est utilisée pour accéder à cette route /jeu.
Donc je vais avoir deux cas. Le premier cas, donc c'est si la méthode de la requête est égale à post. À ce moment-là, ici, il va falloir traiter les données. Et sinon, eh ben, on va renvoyer le template qui est chargé d'afficher le formulaire à l'écran. Donc dans le sinon, finalement, c'est l'affichage du formulaire, pour le moment. Donc finalement, dans le else, ce qu'on va avoir, donc c'est l'affichage du formulaire, mais c'est ce qui va aussi générer le début d'une partie. Et donc dans ce début d'une partie, il va falloir que Python choisisse un nombre entier au hasard entre 0 et 100. Donc ce qu'on va faire très facilement avec la bibliothèque random, donc from random import roundInt, qui va me permettre de générer des nombres entiers. Et donc là, moi, ce que je veux générer, c'est un nombre entier entre 0 et 100. Donc ce que je vais écrire, c'est tout simplement roundInt 0,100. Et ça, je vais le stocker dans une variable que je vais appeler nombre mystère de cette façon-là, donc nb_mystère. Donc ça va me permettre de générer, d'initialiser en fait mon nombre mystère. Ce nombre mystère, ensuite, il va falloir que je le mémorise d'une requête à une autre, puisque la partie peut durer plusieurs requêtes jusqu'à ce que l'utilisateur trouve le nombre mystère. Donc pour mémoriser ces données, on va utiliser l'objet session qu'on avait déjà vu dans la précédente vidéo. Donc je vais créer en fait dans mon objet session une clé que je vais appeler nb qui sera égale à mon nombre mystère. Et je vais afficher, simplement pour vérifier que tout se passe correctement, mon dictionnaire session. Voilà, donc j'enregistre. Et regardons maintenant ce qui se passe. Je vais séparer mon écran en deux. Voilà, et essayons de réaccéder à l'URL /jeu. Donc si j'essaye de réaccéder à l'URL /jeu directement ici, c'est une requête de type get qui est envoyée au serveur, donc on va être dans le else, et donc logiquement un nombre mystère va être choisi, et ce nombre mystère sera stocké dans notre cookie de session, et il sera associé à la clé nb. Donc on va vérifier ça, donc j'actualise mon navigateur, et on voit, puisque j'affiche mon dictionnaire de session ici, on voit que ici le nombre choisi a été le nombre 14. Si je réactualise l'URL, je vois qu'un autre nombre a été choisi, ce qui veut dire à chaque fois qu'on va aller accéder à l'URL /jeu, on va pouvoir recommencer une partie. Maintenant, on va s'attaquer à la partie traitement des données, donc si la méthode de la requête est post. Donc là, il va falloir que j'indique à mon formulaire que la méthode utilisée pour envoyer les données du formulaire est de type post, et l'attribut action, je vous rappelle, doit donner l'URL à qui les données sont envoyées. Donc ici, je vais envoyer les données à l'URL correspondant à ma fonction jeu. Donc je vais utiliser URL for et je lui passe en paramètre le nom de ma fonction jeu qui est ici. Pour traiter les données, on va utiliser ce qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo, request.form, qui est un dictionnaire qui va nous permettre de récupérer les données saisies dans le formulaire. Donc là, il faut que je récupère une seule donnée. Pour savoir quelle est la donnée à récupérer, je vous rappelle qu'il s'agit de la valeur de l'attribut name de mon champ de saisie. Donc ici, ça va être la valeur nombre. Donc ici, je vais faire request.form.get et entre guillemets, je vais dire nombre. Ce qui est là, je vais le stocker dans une variable que je vais appeler réponse, qui sera la réponse de l'utilisateur, et je ne vais pas oublier de le convertir en un entier, parce que par défaut, ça va être une chaîne de caractères qui est récupérée. Je la convertis en un entier pour pouvoir faire des comparaisons après avec mon nombre mystère, qui lui sera un nombre entier. Donc je peux enlever le pass, j'avais oublié de l'enlever, j'aurais pu remplacer pass par ce que je viens d'écrire. Et maintenant, on va utiliser cette variable réponse pour savoir si elle est égale au nombre mystère, ou si elle est inférieure ou supérieure strictement au nombre mystère. Donc il va y avoir trois cas de figure. If réponse égale au nombre mystère, qui a été sauvegardé, je vous rappelle, dans session crochet nombre. Donc si réponse est égale à session crochet nombre, alors c'est que l'utilisateur a gagné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une variable message qui sera égale à bravo, c'est gagné, tout simplement. Donc une chaîne de caractères, bravo, c'est gagné. Ensuite, deuxième cas de figure, donc elif réponse strictement inférieure à session crochet nombre. Alors c'est réponse sans S. Donc si la réponse proposée par l'utilisateur est inférieure au nombre mystère, à ce moment-là, le message sera la chaîne de caractères non, c'est plus. Et enfin, le dernier cas, donc c'est le cas où la réponse sera strictement supérieure à session crochet nombre, donc au nombre mystère. À ce moment-là, le message, ce sera la chaîne de caractères non, c'est moins.
Et ces messages, on va les afficher sur notre page web pour que l'utilisateur sache s'il doit proposer un nombre plus grand ou plus petit que celui qu'il vient de proposer. Donc pour ça, je vais renvoyer return render template, donc le nom de mon template, donc toujours nombre mystère .html, et à ce template, je vais lui passer la valeur de la variable message. Donc je vais cacher ça pour que vous voyez tout à l'écran. Donc je vais utiliser une variable message qui sera égale à la valeur de la variable message qui est ici. Donc ce sera l'une de ces 3 chaînes de caractères. Et je vais pouvoir utiliser message dans mon template. Donc par exemple, je vais afficher ces messages sous mon template. Donc je vais utiliser la balise HR pour qu'il y ait un trait horizontal qui soit affiché. Et s'il y a un message, donc if message, à ce moment-là, on va tout simplement afficher la valeur du message. Voilà, donc j'enregistre et regardons ce que ça donne. Donc, je raffiche ça pour que vous l'ayez à l'écran. J'actualise ma partie, donc je vois déjà qu'il y a le trait horizontal qui a bien été indiqué, et maintenant je vais pouvoir proposer un nombre. Donc par exemple, je vais prendre le nombre 50. Voilà, et ça m'indique directement que le nombre à deviner, c'est moins. Donc ce que je pourrais faire pour avoir une idée de voir si tout fonctionne correctement, ce serait d'afficher ici, avant de renvoyer le template, je vais afficher de nouveau mon dictionnaire session pour voir justement la valeur de mon nombre mystère. Ça me permettra de visualiser si le comportement de ce que j'ai écrit est correct. Donc je réactualise le jeu, ça relance une partie. Donc là je vois que le nombre mystère choisi est 37, j'avais pas regardé tout à l'heure. Donc je vais proposer par exemple 50, je vais faire comme si je connaissais pas 37. Donc on va m'indiquer non, c'est moins. Ensuite je vais proposer 25. Et là on m'indique non, c'est plus. C'est logique puisque le nombre mystère c'est 37. D'accord, ce qu'on peut voir ici à chaque fois. Donc a priori ça a l'air d'être cohérent et j'essaye de rentrer la valeur 37 parce qu'au bout d'un moment je vais bien la trouver. Voilà, et on m'indique bravo, c'est gagné. Donc a priori ce que j'ai écrit fonctionne correctement. Alors évidemment c'est pas encore parfait parce que là finalement je peux continuer à proposer des nombres et la partie ne s'est pas arrêtée. Donc il y avait marqué que c'est gagné, mais en fait on aimerait bien que quand c'est gagné la partie s'arrête et qu'on puisse en recommencer une nouvelle. Donc ça bien sûr on va le mettre en œuvre, mais juste avant, pour que ce soit un petit peu plus joli à l'écran, je vais mettre un petit peu de style CSS pour rendre les choses plus agréables. Donc déjà je vais inclure tout ce que j'ai écrit là dans mon bloc content dans une balise div à laquelle je vais donner l'ID jeu. Ça me permettra de styliser ça un petit peu plus facilement. Donc tout ce que j'ai écrit, je vais le mettre dans la balise div qui est ici. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais donner une classe à mon bouton, donc la classe par exemple BTN, qui va me permettre de styliser un petit peu le bouton, que ce soit un petit peu plus joli également. Donc comme je vais vouloir ajouter du style à ce fichier, donc il y a deux possibilités. Soit je retourne sur mon fichier statique CSS style.css qui finalement est le style que j'avais déjà appliqué à mes différentes pages web. Mais là, ce que j'aimerais faire, c'est appliquer juste un style précis pour le jeu et pas un style qui concerne les autres pages web. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre fichier CSS que je vais appeler jeu.css et je vais mettre seulement dans ce fichier les règles CSS qui doivent s'appliquer au jeu du nombre mystère et donc qui ne s'appliqueront pas aux autres pages de mon site. Donc je compléterai ce fichier juste après. Donc pour pouvoir indiquer à mon template qui doit utiliser la feuille de style jeu.css que je vais écrire ici, il va falloir ajouter quelques éléments. Donc pour le moment, le fichier était une extension, un prolongement de base.html. Base.html, si je vous l'affiche, je vais revenir en pleine page, donc si je vous l'affiche, il y avait un fichier de style associé. Donc finalement, ce fichier de style est chargé pour chacune des pages. Donc là, j'aimerais bien qu'il y ait un autre fichier de style qui soit chargé, mais uniquement pour mon jeu, et pas pour les autres pages. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir définir ici un bloc, donc bloc CSS, et endBlock ici. Ce qui va me permettre d'ajouter à mon template de base des liens vers des fichiers CSS selon mes besoins. Donc j'enregistre cette petite modification du fichier base.html, et je vais pouvoir, dans mon template nombre mystère, indiquer ce que je dois mettre dans mon bloc CSS. Donc bloc CSS, endBlock. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un lien. Le lien suivant. Donc j'ai repris la syntaxe générale des liens, donc avec la balise link. Et la référence de ce fichier de style, c'est le fichier css/jeu.css. Autrement dit, celui que je vais écrire maintenant. Donc j'enregistre. Simplement pour vérifier
que tout fonctionne correctement, je retourne sur mon navigateur, j'actualise ma page et je vais simplement regarder le code source de ma page et je vois bien que, je remets en pleine page, que j'ai le lien vers ma feuille de style jeu.css qui a bien été ajouté au template de base et donc à ma page du jeu. Donc ça c'est bon. Et maintenant on va ajouter quelques règles de style au fichier jeu.css. Donc voici le code que j'avais préparé qui va me permettre de styliser ma balise qui a pour ID jeu, mon bouton de validation et puis ce qui se passe si je passe ma souris sur le bouton de validation, et je stylise aussi la barre horizontale qui sépare le formulaire des messages qui vont être affichés pour guider l'utilisateur. Donc j'enregistre tout ça, je retourne sur mon navigateur, j'actualise tout ça, voilà, j'ai quelque chose déjà d'un petit peu plus joli. Bon, super, maintenant on va s'attaquer à la fin du jeu pour que quand l'utilisateur a terminé et a trouvé le nombre mystère, il ne puisse plus continuer à faire des propositions, mais il va pouvoir cliquer sur un bouton ou un lien qui va lui permettre de recommencer une partie. Pour cela, il va falloir déterminer si une partie est en cours ou si une partie est terminée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier un petit peu le code de ma fonction jeu. Donc on va rajouter, en plus de la clé nombre qui est égale à mon nombre mystère, on va rajouter au dictionnaire session une deuxième clé que je vais appeler par exemple en cours et qui au départ sera égale à la valeur true, donc qui sera vrai. Donc je vous rappelle, quand on est dans le else, c'est quand on a le début d'une partie. Donc quand on commence une partie, la partie est en cours. Et ensuite, au fur et à mesure des propositions de l'utilisateur et du traitement de ces propositions, on va savoir si la partie est terminée ou pas. Alors à quelles conditions elle sera terminée? Elle sera terminée seulement si la réponse proposée par l'utilisateur est égale au nombre mystère. Donc si on est ici, on sait que session, crochet en cours, sera égal à false. Et on va pouvoir utiliser ça dans notre template pour gérer deux affichages. Si le jeu est toujours en cours, on va afficher le formulaire, comme vous l'avez vu jusqu'à présent. Par contre, dès que la partie est gagnée, donc dès que la partie est terminée, donc quand session en cours sera égale à la valeur false, à ce moment-là, on va proposer à l'utilisateur de pouvoir recommencer une partie. Donc voilà, au niveau du code Python, il n'y a rien d'autre à ajouter. Donc j'ai enregistré tout ça et je vais aller modifier un petit peu mon template. Donc finalement, tout ce que j'ai déjà écrit ici concerne le cas où la partie est en cours. Donc tout ça, je ne vais l'afficher seulement que si la partie est en cours. Donc je vais pouvoir utiliser mon objet session avec une instruction conditionnelle. Donc if session crochet en cours. Donc si la session est en cours, à ce moment-là, c'est tout ça qui va être affiché à l'écran. Et sinon, on va afficher autre chose, on va l'écrire juste après. Et j'écris tout de suite le end if pour ne pas l'oublier. La partie du else va concerner le cas où la partie est terminée, où la partie a été gagnée. Donc à ce moment-là, je vais recopier ceci, puisqu'en effet, si la partie est gagnée, il y a un message qui est affiché. Ce serait le message, tout simplement, bravo, c'est gagné. Donc comme ça me permet d'afficher ce message. Pour que ce soit un petit peu plus complet, je vais afficher un paragraphe, par exemple, le nombre mystère était bien. Et le nom mystère, je sais ce qu'il vaut, puisqu'il est stocké dans mon dictionnaire session, donc session, crochet, NB. Voilà, donc je peux afficher ce petit paragraphe. Et pour terminer, je vais afficher en dessous un lien sur lequel on va pouvoir cliquer pour recommencer une partie. Alors je pourrais aussi utiliser un bouton, mais avec un lien, ça va très bien fonctionner. Donc les liens, on utilise la balise A. Donc href, je vais mettre tout simplement URL for jeu, qui va me permettre de faire une requête de type get de nouveau à ma route et donc de recommencer une partie. Voilà, et là je vais mettre tout simplement rejouer. J'enregistre tout ça, on va regarder si tout fonctionne correctement. Donc je sépare à nouveau mon écran en deux. Voilà, je ferme la petite fenêtre sur le côté pour qu'on voit un petit peu mieux tout le code. Donc je retourne à mon URL /jeu pour relancer une partie. Voilà, donc je vois déjà, donc je suis dans le else puisque c'est une requête de type get que je viens de faire, je vois bien que mon dictionnaire session a deux clés, une clé en cours et une clé NB. Donc en cours vaut la valeur true, ça correspond à cette ligne-là, et la valeur associée à NB c'est 85, c'est le nom mystère qui a été choisi pour cette partie.
Donc ça a l'air de fonctionner correctement. Donc par exemple, je vais tester 50, ça m'affiche bien toujours, c'est plus. Je vais tester 90, ça m'affiche c'est moins, puisque je vous rappelle, je dois trouver 85. Et on va tester justement la fin de la partie. Donc maintenant, je vais mettre 85 et je vais valider. Et j'ai bien le formulaire qui disparaît avec un message bravo, c'est gagné. Le nombre mystère était bien 85 et un bouton, enfin plutôt un lien qui va me permettre de rejouer une partie. Donc là, c'est tout ce qui correspond à ce que je viens d'écrire dans le else. Donc ça a l'air de fonctionner. Je vais styliser très rapidement le lien rejouer et qu'il ressemble exactement au bouton valider permettant d'envoyer les données du formulaire. Donc pour cela, je vais rajouter à mon fichier de style CSS les règles suivantes. Bon, je ne les détaille pas parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo. C'est plus ou moins les mêmes règles que la classe BTN pour que ce lien finalement ressemble à mon bouton. Et j'ai rajouté 2-3 choses, notamment pour que le lien ne soit plus souligné et qu'il ressemble davantage à un bouton. Donc voilà, donc j'enregistre ça et j'actualise ma requête pour vérifier si c'est bon. Voilà, j'ai un bouton un petit peu plus joli. J'en profite aussi pour ne pas avoir besoin de retourner à chaque fois sur l'URL /jeu. Je vais rajouter dans ma barre de navigation un lien qui va me renvoyer vers l'URL /jeu à chaque fois. Comme ça, j'aurai pas besoin de taper directement les choses dans l'URL. Donc ça va être très rapide. Donc je retourne sur mon template de base qui est ici. J'agrandis un petit peu les choses. Alors ici c'est mon lien accueil. Et ben, je vais tout simplement copier ça. Et à côté de accueil, je vais mettre un lien qui va me rediriger vers ma fonction, enfin l'URL associée à ma fonction jeu. Et le texte sur lequel on va cliquer, bah, ça va être nombre mystère. Voilà. Donc j'enregistre les modifications et vérifions si c'est bon. Donc j'actualise tout ça, voilà, donc j'ai bien maintenant un lien nombre mystère. Donc si je suis sur la page d'accueil, je peux directement accéder à mon jeu en cliquant sur le lien nombre mystère. Je profite de ces améliorations pour en ajouter une dernière. En effet, pour le moment, quand le formulaire est affiché, il faut que l'on clique sur le champ de formulaire pour pouvoir proposer un nombre. Et voilà, je viens de proposer un nombre, il faut que je reclique pour en proposer un autre. Pour éviter de devoir cliquer à chaque fois sur le champ de saisie et gagner un petit peu de temps, on va pouvoir faire en sorte que le curseur soit automatiquement sur ce champ de saisie, ce qui nous permettra de jouer sans utiliser la souris. Pour faire cela, c'est extrêmement simple, donc je vais fermer base.html, je vais retourner sur mon template nombre mystère, et je vais tout simplement ajouter l'attribut autofocus à mon input qui me permet de saisir mes données. Voilà, donc juste cette petite modification permet de faire ce que je voulais. Je réactualise pour vérifier, voilà, j'ai plus besoin de cliquer, je suis directement dans le champ. Je propose un nombre et le curseur se replace automatiquement à nouveau dans le champ de saisie. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est limiter le nombre de tentatives de l'utilisateur. Pour l'instant, il a un nombre infini de tentatives pour essayer de trouver le nombre mystère. Vous allez voir que c'est assez simple et qu'il y a peu de modifications à faire. Donc je vais retourner sur mon app.py. Donc ce que je vais faire, c'est que je veux limiter le nombre de tentatives. Donc je vais devoir définir dans mon objet session mon nombre de tentatives maximum. Je vais utiliser la clé nombre essai, par exemple, que je vais fixer à 10. Donc au départ, quand on commence une partie, donc quand on est ici dans le else, on commence une partie, le nombre d'essais sera à 10. Et ce qu'il va falloir faire, c'est diminuer ce nombre d'essais d'une unité à chaque fois que le joueur a fait une proposition. Donc dans le traitement des données, il va falloir que je diminue le nombre d'essais d'une unité. Donc ça va être assez simple, je vais le faire ici, après mes instructions conditionnelles. Donc ici, je vais tout simplement écrire session, crochet nombre essai, égale la même chose, donc session crochet nombre essai, moins 1. Voilà, donc ça va me permettre de diminuer mon nombre d'essais de 1 à chaque tentative. Et bien sûr, il va falloir que le jeu s'arrête une fois que le nombre d'essais tombe à 0. Une fois que j'ai fait mes 10 propositions, il va falloir indiquer que c'est perdu. Ça va être assez simple, il suffit de tester si session crochet nombre essai est égal à 0 ou pas. Et si c'est égal à 0, eh ben à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que la partie est terminée. Et pour que la partie soit terminée, on va simplement modifier la valeur associée à la clé en cours. Elle passera à false, exactement ici, comme si on gagnait une partie. Donc je vais tout simplement recopier la ligne qui est ici, qui mettra un terme à la partie. En revanche, le message, ça va pas être bravo, c'est gagné comme ici, mais ça va être plutôt le message c'est perdu. Donc message égale la chaîne de caractères c'est perdu. Donc j'enregistre. On va voir si tout fonctionne correctement. Voilà, on va recommencer une partie. Donc je reclique sur nombre mystère, je redémarre une partie. Là, je peux tricher
mais ça me permet de vérifier si tout est OK. Donc, on est sur une partie en cours, le nombre mystère qui a été choisi pour cette partie c'est 90, et mon nombre d'essais est bien égal à 10. Donc je vais faire une proposition, par exemple 50, et je vois bien, donc évidemment, les deux premières paires clés valeurs n'ont pas changé, mais par contre j'ai bien mon nombre d'essais qui est passé à 9, grâce à cette ligne-là. Et donc là je vais faire exprès de perdre, donc je vais mettre par exemple 1 à chaque fois, et je vois que mon nombre d'essais à chaque fois diminue d'une unité. Et on va regarder ce qui se passe lorsque je vais arriver à 0. Donc là, il me reste un essai. Je fais une dernière mauvaise proposition que je valide. Voilà, donc le nombre d'essais est bien passé à 0. Et donc regardez ce qui s'est passé. Donc le message c'est perdu a été affiché. Le nombre mystère était bien 90. Alors ça c'est pas terrible, je vais le modifier. Parce que le bien est un petit peu en trop. Donc je vais modifier rapidement mon template pour que ce soit cohérent. Donc là, on va arriver dans le else finalement quand la partie n'est plus en cours. Et donc maintenant, avec les modifications que j'ai apportées, il y a deux cas possibles. Soit on a terminé la partie parce qu'on a gagné, soit on a terminé la partie parce qu'on a épuisé le nombre de tentatives. Et donc je vais pouvoir faire une distinction entre ces deux cas-là. Donc la phrase qui était là, il faut que je l'affiche seulement si on a gagné, mais pas si on a perdu. Donc pour savoir si j'ai gagné, je vais pouvoir tout simplement le tester avec l'instruction conditionnelle if session crochet nombre essai strictement supérieur à 0. En effet, je vais tester si le nombre d'essais est strictement supérieur à 0 et que j'arrive ici, c'est que j'ai gagné. Par contre, si le nombre d'essais est égal à 0 et que je suis arrivé ici, c'est que j'ai perdu et que j'ai épuisé le nombre de tentatives maximales. Donc ensuite, je vais avoir un else. Je mets tout de suite mon end if pour ne pas l'oublier. Ce que je vous conseille de faire aussi si vous y pensez. Voilà, et donc dans le deuxième cas, si je suis arrivé à cet endroit-là, c'est que la partie est terminée, et donc là je serai dans le cas où le nombre d'essais est égal à 0, ça veut dire que j'ai épuisé le nombre maximum de tentatives. Donc là je peux faire la même phrase finalement, mais au lieu de faire le nombre mystère était bien session crochet NB, je vais mettre le nombre mystère était session crochet NB, voilà, avec 3 petits points par exemple. Et tiens, je pense à une chose, on pourrait indiquer, si l'utilisateur arrive ici et qu'il a gagné, on pourrait indiquer en combien de tentatives il a gagné. Donc, par exemple, je vais faire un deuxième paragraphe où je vais indiquer, tu as trouvé en un certain nombre de tentatives. Donc ça, en fait, on va pouvoir le faire calculer facilement. Le nombre de tentatives qui a été effectué, c'est tout simplement 10 moins session, crochet, nombre essai. Voilà, j'enregistre, on va vérifier si les modifications apportées sont correctes. Donc je relance une partie. Le nombre mystère qui vient d'être choisi pour cette partie, c'est 15. J'ai nouveau un nombre d'essais égal à 10. Donc là, je vais faire en sorte de gagner directement. Voilà, si j'ai gagné directement, ça m'affiche bien le message. Bravo, c'est gagné, le nombre mystère était bien 15. Tu as trouvé en une. Alors, il me manque effectivement tentative. Ce sera mieux pour que la phrase soit complète. Donc j'enregistre. On va recommencer, donc je rejoue. Donc là, le nombre mystère, c'est 89. Donc je vais proposer 89 directement. Voilà, il y a marqué, le nombre mystère était bien 89, tu as trouvé en une tentative. Donc ça a l'air de fonctionner correctement. Je vais essayer de trouver en deux tentatives. Donc là, par exemple, je propose 50. Le nombre mystère, c'est 87. Donc à la deuxième tentative, je propose le bon nombre. Voilà, ça m'affiche bien que j'ai trouvé en deux tentatives. Et maintenant, je vais essayer de perdre. Donc je vais proposer 1 à chaque fois pour épuiser mon nombre de tentatives. Voilà, donc je suis bien arrivé à 0, et ça m'indique le nombre mystère était 17, donc cette phrase-là. Et pour que ce soit encore mieux, je vais indiquer, au niveau de mon formulaire, combien de tentatives il me reste à chaque fois. Donc au début ce sera 10, puis à chaque proposition incorrecte, le compteur va diminuer. Alors ça va se faire assez facilement. Je vais tout simplement pouvoir écrire, en dessous des messages, il reste session, crochet, nombre, essai, tentative. Voilà, donc j'enregistre. Je relance une partie, voilà, donc au départ, ça indiqué, il me reste 10 tentatives, et à chaque fois que je fais une proposition, bon, bien sûr, ça m'indique si c'est plus ou si c'est moins, et ça m'indique le nombre de tentatives restantes. Voilà, donc là, je peux continuer en mettant des choses au hasard, le nombre de tentatives va diminuer à chaque fois d'une unité. Et pour que ce soit encore mieux, ce que je vais faire, c'est que quand on est au milieu d'une partie, pour l'instant, on est obligé d'aller au bout de la partie pour recommencer, ou alors de recliquer sur nombre mystère. J'aimerais que ce soit plus intuitif pour l'utilisateur. Donc je vais rajouter un lien ici qui va me permettre de recommencer une partie qui est en cours. Donc pour faire ça, ça va être très simple. J'ai juste à copier le lien rejouer qui apparaît quand on a terminé une partie.
Donc bien sûr, je vais le mettre dans le if, quand on a une partie en cours, je vais le mettre tout à la fin du if, donc à cet endroit. Donc je veux pas que ce soit rejoué, je veux qu'il y ait écrit recommencer à la place. Et ça va me rediriger vers l'URL associée à ma fonction jeu avec une requête get, et donc recommencer une partie. Donc je relance, et donc vous voyez maintenant que je vais pouvoir recommencer une partie en cours. Donc par exemple, je joue, je fais des propositions, et je clique sur recommencer. Voilà, ça recommence une partie avec de nouveau 10 tentatives. Donc là, on peut considérer que le jeu est terminé. Mais je vais apporter un dernier raffinement pour vous montrer que l'on peut stocker dans le cookie de session autre chose que des entiers, comme on l'a fait ici, ou des flottants. On va pouvoir stocker des données un petit peu plus structurées. En particulier, on va pouvoir stocker des tableaux, éventuellement même des dictionnaires. Donc ce que je veux faire, pour terminer, ça va être d'afficher sur la page les différentes tentatives de l'utilisateur. Donc pour afficher les différentes propositions de l'utilisateur, il va falloir les mémoriser. Et on va les mémoriser dans une liste Python qu'on va stocker dans notre dictionnaire session. Donc ce que je vais faire, c'est que au lancement d'une partie, je vais rajouter une clé à mon dictionnaire, je vais l'appeler essai. Et au lancement de la partie, il n'y a pas eu d'essai, il n'y a eu aucune proposition. Donc pour l'instant, je vais avoir une liste vide. Et à chaque fois que l'utilisateur va proposer un nombre, donc dans la partie traitement des données, donc on récupère ce nombre proposé dans la variable réponse, et ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va ajouter cette réponse à ma liste session crochet essai. Donc en écrivant session crochet essai.append réponse. Donc j'enregistre et je vais afficher ces différentes tentatives directement dans mon template nombre mystère. Donc on est dans le cas où la partie est en cours, donc je suis dans le if qui est ici. Donc je vais les afficher tout à la fin, parce que ça n'a pas vraiment d'importance, c'est plus pour vous montrer comment on procède. Donc je vais les afficher à la fin, donc en dessous du bouton recommencer. Donc dans un premier temps, je vais juste afficher directement session crochet essai. On améliorera l'affichage juste après. Donc je recommence une partie pour vérifier si c'est bon. Donc déjà, je vois que dans mon dictionnaire de session, j'ai une clé essai à laquelle est associée la valeur, le tableau, enfin la liste vide pour le moment. Et donc c'est ce qui est affiché directement en dessous de recommencer. Donc je vais proposer quelque chose, par exemple 50, et je vois bien qu'il y a le 50 qui a été proposé. Donc il a bien été ajouté. Il a bien été ajouté à ma liste session crochet essai grâce à cette instruction. Voilà, et si je fais une autre proposition, donc je mets les propositions complètement au hasard, à chaque fois, on peut voir à la fois dans la console ici que la valeur associée à la clé essai a bien pris en compte la nouvelle proposition, 75, et que tout s'affiche ici. D'accord ? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on démarre une partie, on a une liste vide qui s'affiche ici. Donc en fait, l'affichage, on aimerait qu'il ne démarre que lorsqu'on a effectué la première proposition. Donc ça, on peut traiter ce cas facilement à cet endroit. Donc on va faire un affichage uniquement si session crochet essai n'est pas le tableau vide. Donc je vais pouvoir utiliser une instruction conditionnelle. Donc if session crochet essai est différent du tableau vide ou de la liste vide, à ce moment-là, on affiche quelque chose et sinon on fera rien. Donc je n'oublie pas de fermer mon instruction conditionnelle avec un end if. Donc j'enregistre, on recommence une partie, voilà, il n'y a aucun affichage avant qu'on ait effectué la première tentative. Et si je fais une première proposition, j'ai bien la première valeur qui s'affiche dans ma liste, ainsi de suite. Donc l'affichage n'est pas terrible, on pourrait le faire un petit peu mieux, c'est-à-dire qu'on peut remplacer ce qui est ici par une boucle for qui va parcourir justement cette liste session crochet essai. Donc je vais utiliser une boucle for, donc for essai au singulier in session crochet essai. J'ai oublié un guillemet. Donc je termine tout de suite ma boucle for avec n for. Et donc là, ce que je peux faire, alors je vais mettre ça par exemple dans une liste non ordonnée d'éléments. Donc ul, je mets tout ça à l'intérieur. Et chacun de ces éléments, ça va être un élément li où je vais mettre essai. Voilà, donc je vais enregistrer. On va vérifier ce que ça donne. Donc je relance une partie, je fais une première proposition. Voilà. Donc je me rends compte que j'ai fait une petite bêtise, j'ai mis essai, j'ai oublié de mettre les doubles accolades pour que Flask puisse évaluer la valeur de la variable essai, que ce ne soit pas la chaîne de caractères essai finalement qui est utilisée. Donc je recommence, je fais une proposition, voilà, j'ai bien ma première tentative, 50. Après je fais une proposition par exemple 10. Bon, j'ai pas fait attention qu'il fallait que je mette plus. Donc voilà, toutes les propositions vont s'afficher ici.
Donc cela vous montre que l'on peut stocker des listes dans notre cookie de session, et ces listes par exemple pourraient représenter l'état d'un plateau de jeu, donc un autre jeu, par exemple un jeu de plateau, et on pourrait utiliser ensuite cette liste ou cette liste de listes même pour l'afficher dans la page web, et donc mémoriser les différentes étapes d'une partie d'un jeu de plateau. Pour que ce soit un petit peu plus joli et aussi pour vous montrer comment on peut procéder, je vais transformer en fait cet affichage sous forme d'une liste en un tableau. Donc là j'ai préparé le code pour gagner un petit peu de temps. Donc le code est le suivant, donc je remplace finalement ce que j'ai écrit ici, donc ma liste non ordonnée d'éléments, par un tableau, donc qui est celui-ci. Donc un tableau, vous allez voir qu'il va y avoir deux colonnes, une colonne tentative et une colonne résultat qui va nous indiquer si c'était plus ou si c'était moins. Et après on retrouve notre boucle for, là qui permettait de parcourir tous nos essais de notre liste d'essais et de les afficher cette fois-ci dans une ligne du tableau. Et dans la deuxième colonne, il y aura le message, donc C+, qui va être affiché tout simplement si le nombre mystère est plus grand que notre essai, et sinon ce sera le message C-. Donc j'enregistre ça. La page pour avoir une nouvelle partie, donc je vais tester par exemple 50. Donc ça m'affiche bien les différentes tentatives sous forme d'un tableau. Alors vous allez me dire, le tableau il n'a pas de bordure, on va pouvoir en ajouter très facilement en CSS. Donc de la façon suivante, donc je vais tout simplement styliser mes éléments table th et td en leur ajoutant des bordures et en utilisant la propriété border collapse pour la table pour que ce soit des bordures simples. Donc j'enregistre les modifications, je recommence une partie, je force la suppression du cache pour que le style CSS soit bien pris en compte. Donc maintenant je vais pouvoir faire mes propositions, donc voilà 50, bon, ainsi de suite, je mets les valeurs au hasard, tout fonctionne correctement. Et l'affichage a lieu sous forme d'un tableau. Résumons rapidement ce que nous avons vu dans cette vidéo. Donc on a utilisé l'objet session pour mémoriser des informations d'une requête à une autre. En particulier, on a mémorisé le nombre mystère, si la partie était en cours ou achevée, et le nombre d'essais restants. Alors toutes ces valeurs-là sont initialisées lorsqu'on démarre la partie. Ensuite, lorsqu'un utilisateur fait une proposition avec le formulaire, cette proposition est récupérée avec request.form.get-nombre et stocké dans la variable réponse. Et ensuite on utilise la variable réponse pour savoir si l'utilisateur a trouvé le nombre mystère ou s'il a fait une réponse inférieure au nombre mystère ou supérieure au nombre mystère. Donc s'il a trouvé le nombre mystère, à ce moment-là, on va indiquer que la partie est terminée grâce à cette ligne-là et indiquer qu'il a gagné. Et sinon on va lui indiquer si c'est plus ou si c'est moins. Et enfin, à chaque proposition, il faut diminuer le nombre d'essais d'une unité et on arrêtera la partie lorsque le nombre d'essais sera arrivé à 0 grâce à l'instruction session en cours égale false. Ensuite, dans notre template, on a utilisé deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'était le cas où la partie était en cours. À ce moment-là, on affiche le formulaire avec le bouton bien sûr pour valider et le message qui accompagne chaque réponse de l'utilisateur. On a aussi ajouté le nombre de tentatives restantes et un bouton pour recommencer une partie. Et en revanche, donc dans le else, c'est un petit peu plus bas parce qu'on a rajouté pas mal de choses au fur et à mesure. Dans le else, donc ça c'est le cas où la partie est terminée. On a vu qu'il y avait deux possibilités pour que la partie soit terminée. Soit elle est terminée parce que l'utilisateur a trouvé le nombre mystère, donc c'est cette partie-là. Soit la partie est terminée car le nombre d'essais maximal a été dépassé. Et donc on a géré ces deux cas de figure avec une instruction conditionnelle if else. Donc voilà pour la mise en œuvre avec Flask d'un petit jeu relativement simple, mais vous pouvez vous en inspirer pour créer des jeux un petit peu plus complexes, comme par exemple un pendu, un morpion, un motus. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.